Bonjour à tous. On va laisser tranquillement les gens rentrer dans la salle. On voit tranquillement le nombre augmenter. Merci à tous d'être présents ce vendredi, ma foi, un peu glacé à certains endroits. Aujourd'hui, on va vous parler d'un webinaire fort intéressant qui va parler de la responsabilité sociale dans le contexte de la recherche en soins primaires au Québec. Donc, je vais vous présenter nos deux conférenciers pour aujourd'hui. Donc, on a professeur Tim Dubé, qui est un professeur adjoint au département de médecine familiale et d'urgence de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke. Il est formé en recherche sur la santé rurale et du Nord. Son programme de recherche porte sur les transformations pédagogiques et la responsabilité sociale en santé. Il est un chercheur émergent avec une expertise en recherche qualitative et aussi en pédagogie des sciences de la santé. Notre deuxième présentatrice aujourd'hui est Dr. Luce Pélissier-Simard, qui est médecin de famille et professeure à la FMSS. Elle est directrice du bureau de responsabilité sociale et directrice adjointe au Centre de formation continue de l'Université de Sherbrooke. Et son expertise est en éducation et en soins de santé primaire. Donc, tout au long de la présentation, je vais vous inviter à poser vos questions dans la section du panneau de configuration. Vous pouvez les poser tout au long du webinaire, puis moi, à la toute fin, je vais pouvoir les poser à nos deux conférenciers. Mais vous pouvez aussi à la fin lever votre main, puis moi, ça va me faire plaisir de pouvoir activer votre micro pour qu'on ait aussi une période de questions un peu plus conviviale, donc n'hésitez pas. Puis aussi, pendant ce webinaire-ci, nos deux conférenciers vont peut-être vous faire appel à écrire dans la section chat là, du panneau de configuration pour qu'on puisse voir vos réponses, vos commentaires et tout ça. Fait que n'hésitez pas à écrire et à participer grandement. Donc sur ce, je vais laisser la parole à nos deux conférenciers. Donc bon webinaire. Merci. On va pouvoir partager notre webinaire. C'est parfait, on le voit bien. Excellent. Merci beaucoup. Bonjour. Bon après-midi. Aujourd'hui, nous allons explorer la pertinence de la responsabilité sociale en santé. Et nous avons comme but de définir le concept, d'illustrer à partir de quelques exemples comment la responsabilité en santé s'intègre dans un contexte des soins de santé primaire au Québec. Et évidemment, nous allons discuter des possibilités et des avenues pour la recherche. La responsabilité sociale en santé s'inscrit dans un mouvement international. C'est sans doute l'une des transformations pédagogiques les plus importantes du 21e siècle. Pour les facultés et programmes de formation en santé, la responsabilité sociale est une vision idéaliste. Elle reflète dans une mission sociale, institutionnelle et vise à mieux harmoniser la pédagogie des sciences de la santé et les besoins prioritaires des populations et communautés desservies. S'inspirant de cette définition, nous observons une augmentation importante d'établissements en santé valorisant la responsabilité sociale comme principe dans leur planification stratégique et dans leurs actions. L'objectif fondamental est d'améliorer les résultats en matière de santé et de promouvoir l'équité en santé pour toutes et tous. En tant que lentille théorique, une perspective écologique peut être utile pour situer les différents niveaux de la responsabilité sociale en santé. Au macro-niveau, donc au niveau de la société, on s'attaque à mieux comprendre les politiques et les mesures de santé publique adoptées par les différents gouvernements et leur impact sur la santé de la population. On pourrait se poser la question, comment puis-je m'engager pour changer les politiques afin de promouvoir l'équité en santé? Au mésoniveau, niveau communautaire, on s'intéresse à examiner comment les systèmes de santé répondent aux besoins démographiques et géographiques des populations et des collectivités. Ici, on peut se poser comment engageons-nous les partenaires communautaires pour répondre aux besoins locaux. Et finalement, au micro-niveau, au niveau de l'individu,
on s'intéresse à la relation individuelle. Par exemple, patient-médecin, interprofessionnalisme et soins en équipe. Et par exemple, dans un contexte de crise sanitaire, il s'agit de comment les déterminants sociaux de la santé affectent la capacité d'un individu à suivre les recommandations de la santé publique. Cela implique davantage une prise de conscience individuelle et une sensibilisation des personnes vivant en situation de vulnérabilité. Si on se pose la question, comment confronter mes biais inconscients? Comment puis-je agir comme agent de changement? Par exemple, de faire du plaidoyer. Donc, nous voyons qu'une perspective écologique en recherche offre un moyen de dégager simultanément les systèmes individuels, contextuels et sociétaux, ainsi que situer les différents niveaux de responsabilité sociale en santé et d'identifier les interrelations pour une démarche participative en recherche. Nous vous proposons ici une définition de ce que signifie être un professionnel de santé socialement responsable. Je vous laisse un moment pour le lire. Donc, comment cela résonne-t-il pour vous? Y a-t-il quelque chose que vous ajouteriez à cette définition? Dans le cadre de la formation en santé, et pour que les apprenants comprennent les environnements dans lesquels les gens vivent, et pour qu'ils deviennent véritablement des agents de changement, ils doivent reconnaître leur propre position dans la société, s'engager avec les autres par le discours et participer à l'action par le plaidoyer et la justice sociale. Les programmes en sciences de la santé ont de plus en plus orienté leurs approches pédagogiques vers des expériences pour préparer les apprenants à s'engager activement dans l'amélioration de la société en tant que futurs professionnels de la santé. Comme exemple, l'apprentissage par le service en communauté et des stages en communauté. La définition offerte par l'Organisation mondiale de la santé, c'est vrai qu'elle est centrée sur les résultats et les actions spécifiques pour les facultés de médecine et des sciences de la santé, afin qu'elles puissent atteindre et de démontrer comment elle a atteint la responsabilité sociale. Et donc, sert à comment mesurer l'impact de leurs mandats sociaux. Il est important à noter cependant que la responsabilité sociale en santé varie et s'adapte selon le contexte. Par exemple, différentes régions de la province sont confrontées à des réalités uniques. Donc, mieux définie en termes de processus, la responsabilité sociale en santé offre une occasion de préciser quelle est son histoire unique de lieu, qui sont les acteurs en santé impliqués, et de travailler ensemble afin d'adresser comment les besoins de santé prioritaires locaux seront adressés. Et si ces interventions choisies ont les effets souhaités. Nous décrirons une approche qui pourrait faciliter ce processus plus tard dans la présentation. Tel qu'indiqué, la responsabilité sociale en santé dépasse le cadre des facultés de médecine et des sciences de la santé. Et on doit être étendu à tous les acteurs en santé, qu'ils soient individuels ou collectifs. La définition de l'OMS et le cadre de la responsabilité sociale identifient les 3 piliers fondamentaux qui peuvent être adaptés aux établissements de santé. Il inclut les services de santé, la recherche et la participation à la formation des futurs professionnels de la santé. Il ne s'agit pas seulement de prendre des mesures spécifiques, de cocher les cases pour l'accréditation, mais de travailler en collaboration avec les acteurs en santé, les gouvernements, les organismes de services de santé et le grand public, afin d'avoir un impact positif et durable sur la santé des populations. Cela implique évidemment l'évaluation continue afin de permettre de déterminer si nos interventions choisies ont les impacts souhaités. Alors, je continue. On veut
on veut que vous soyez des apprenants actifs et que vous participiez à la présentation malgré les limites d'un webinaire. Alors, on aimerait que vous réfléchissiez quel est votre milieu, quel est votre contexte, quel est le territoire dans lequel vos actions en responsabilité sociale s'inscrivent. Est-ce que c'est des actions en recherche, en éducation, en services de santé ou en plaidoyer? Puis, quels sont les besoins de santé qui émergent ou desquels vous êtes témoin ces temps-ci? Alors, si vous voulez bien nous écrire dans le chat quels besoins de santé vous semblent prioritaires actuellement puis auxquels on devrait collectivement davantage porter attention. Dans le chat, vous l'avez dans la petite boîte, puis ça va nous aider à réfléchir ensemble. Moi, je dirais qu'il y en a un actuellement qui me frappe, là, si les participants, vous souhaitez inscrire quelque chose, c'est la santé mentale, puis pour les jeunes adolescents qui sont dans la transition vers l'âge adulte, souvent, c'est des problèmes qui sont à la fois de santé et des problèmes sociaux. Il y a plusieurs acteurs au niveau des services qui travaillent pour les soutenir, mais quand on a 17 ans et demi puis qu'on a un problème social, ben on a un problème d'accès aux services. Puis actuellement, c'est avec la COVID qui a démasqué probablement beaucoup des vulnérabilités qui étaient déjà présentes. Alors, si on a des inégalités sociales ou des vulnérabilités puis qu'arrive un traumatisme, l'impact est encore plus grand pour ce type de clientèle-là. Là, je vois dans le groupe, je ne vois pas vraiment personne qui aurait écrit dans le chat. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai pas mis de... Ça semble pas... En fait, j'imagine que vous y pensez vous-même. Alors, on va peut-être continuer. Donc, après avoir parlé de la définition plus théorique de la responsabilité sociale, nous allons voir comment elle s'incarne en action là, sur le terrain. La suivante. Si vous connaissez Molière et le bourgeois gentilhomme qui faisait de la prose sans le savoir, pour moi, je pense que beaucoup des personnes qui sont sur le terrain au niveau du système de santé font de la responsabilité sociale sans toujours en être conscients. Et on veut vous aider à devenir plus délibéré et à vous appuyer sur le cadre de responsabilité sociale dans vos pratiques. Suivante. Donc, pour ce faire, il y a des questions cruciales qu'il faut se poser qui ont été proposées par le groupe de NET, c'est Training for Health Equity Network. Alors, 4 des 5 questions ici sont des questions qui ont été posées par DeNet et Tim va pouvoir vous en parler un petit peu plus tard. Donc, il faut qu'on ait au niveau de notre conscience toujours pour qui nous travaillons, pour qui nous le faisons, les patients, les citoyens, la communauté, mais en ayant aussi un souci des personnes qui n'ont pas accès aux soins ou qui des besoins prioritaires qui sont moins répondus pour qu'on puisse s'adapter et s'ajuster. Et pour bien faire ça et pour bien adapter nos actions aux personnes concernées, c'est vraiment de faire les actions en partenariat avec ces personnes-là à toutes les étapes. Alors, pas simplement les utiliser ou les instrumentaliser pour que des personnes partenaires, des patients partenaires donnent leur opinion puis qu'on parte à partir de leurs besoins, faire toutes nos activités sans leur demander si ça leur convient. Mais le faire de façon socialement responsable, c'est de le faire avec eux, de construire les activités et de s'assurer au niveau de l'évaluation que ça répond bien à leurs besoins. Alors, au niveau de la formation, s'assurer que les professionnels conformes vont répondre aux besoins actuels de santé des communautés qu'on dessert. Puis pour faire ça, bien, il faut être capable de se remettre en question, le faire avec humilité, puis le faire de façon réflexive collectivement. Et afin de s'assurer que ce qu'on a fait fait vraiment une différence, bien, on utilise des méthodes en amélioration continue, c'est-à-dire de vraiment de mesurer ce qu'on fait puis de voir si on atteint nos buts. Alors, la suivante. Je vous donne quelques exemples de ce qu'on fait à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke. Puis après, on va regarder au niveau du milieu clinique
des exemples de ce qui peut être fait en responsabilité sociale. Je veux tout de suite dire que cette diapo est pas du tout complète. C'est quelques-unes des actions, quelques exemples pour vous illustrer la responsabilité sociale au niveau d'une faculté de médecine et de sciences de la santé. Et beaucoup des choses que vous voyez auraient pu tout à fait être écrites pour les autres universités. Alors, l'Université de Sherbrooke, la faculté de médecine a été fondée en 1966, puis dans les documents fondateurs, il y avait déjà un alignement des 3 missions d'éducation, de recherche et de soins et services de santé, puisque la faculté est collée finalement sur l'hôpital Le Sius de l'Institut. Au niveau de la gouvernance actuelle de notre faculté, la mission de responsabilité sociale est vraiment nommée de façon explicite là, dans la mission facultaire. Et la direction a créé un bureau de responsabilité sociale pour permettre finalement le déploiement de la responsabilité dans nos programmes puis dans toutes nos actions depuis 2020. La gouvernance dans une optique de responsabilité sociale est souvent aussi elle est participative en prenant en compte les parties prenantes internes, que sont les étudiants, le personnel, les professeurs, mais aussi les parties prenantes externes de la communauté qui doivent être présents. Là-dessus, on a encore du chemin à faire collectivement. Une des grandes forces, je pense, de notre faculté et des facultés au Québec, c'est vraiment l'agilité puis la qualité des programmes de formation en santé qui a créé des programmes et qui augmente actuellement les cohortes pour répondre aux besoins prioritaires. Si vous écoutez un peu les nouvelles, vous voyez qu'il manque d'infirmières partout et on est en train d'augmenter vraiment nos cohortes avec la révision du DECBAC. On adapte aussi les curriculums aux besoins émergents. Alors, si vous avez entendu la commission Vérité-Réconciliation et ce qui s'est passé avec Joyce et Chacoan l'année dernière, bien, on est vraiment en train de s'assurer qu'il y a une formation sur la sécurisation culturelle face aux personnes autochtones qui consultent dans nos services de santé, bien que ça fasse partie des curriculums, puis que ce soit pas simplement des connaissances théoriques, mais que nos professionnels soient capables d'accueillir avec tout ce qui est la sécurisation culturelle, ces personnes-là qui ont vécu des traumatismes intergénérationnels. Nos programmes de formation aussi sont en approche par compétences. Alors, si je donne l'exemple des CanMed, qui ont été créés parce qu'on accesse surtout la formation en médecine sur l'expertise. Puis les besoins de la population, c'était à ce moment-là, surtout en Ontario, ont révélé que les communautés qu'on dessert, les patients souhaitaient avoir des médecins qui étaient non seulement des experts, mais aussi des excellents communicateurs, des personnes qui sont capables de collaborer. Puis dans les CanMed, il y a le Health Advocate, mais pour moi, ça veut dire agent de changement. Là, pour ceux qui sont actuellement des ergothérapeutes, je pense que la compétence advocacy pour les ergothérapeutes, qui ont appelé ça agent de changement, c'est-à-dire de se mettre ensemble de façon collective pour changer la société. Puis actuellement, c'est un des besoins qu'on a de former nos professionnels à cet effet-là. Puis, une des grandes forces aussi, c'est que notre formation au Québec est beaucoup clinique, près de la communauté, en milieu authentique et qui prépare les professionnels à exercer les tâches qu'ils vont avoir à faire puisque leur formation se fait dans le même environnement que celui où va être leur pratique. La responsabilité sociale, ça se fait aussi avec des partenariats. Les réseaux universitaires intégrés de santé et de services sociaux permettent de mettre en collaboration les personnes, les représentants du pentagramme de la responsabilité sociale, c'est-à-dire les représentants du ministère, des professionnels de la santé, des établissements de santé, de l'université, mais aussi des communautés. C'est souvent le partenaire qui est plus difficile à aller chercher autour des tables. Plusieurs de nos universités ont des patients partenaires. Alors, je voudrais saluer, je ne sais pas si Michel et Iris sont ici, on a des patients partenaires de notre initiative patients partenaires à la faculté. Puis, le réseau 1 Québec fait une place importante à ces personnes-là
parce qu'ils font partie du partenariat finalement. Il y a l'Institut de première ligne en santé et services sociaux qui est en partenariat avec notre faculté. Puis, si M. Couturier est là, on vous salue. On a aussi des partenariats internationaux comme le Training for Health Equity Network auquel on participe. On a été parmi les premières universités à participer à ça. Et on est un centre collaborateur de l'OMS en responsabilité sociale et formation interprofessionnelle. Et on est en train de renouveler là, on devrait avoir notre réponse officielle dans les prochaines semaines. Finalement, la responsabilité sociale, ça se fait en communauté. Alors, le fait d'avoir de la formation dans des sites comme au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Montérégie, Nouveau-Brunswick francophone, on a notre formation puis des professeurs qui sont des cliniciens sur le terrain. Et donc, on est ancré dans des communautés. L'apprentissage au service dans la communauté, comme disait Tim, mais je dirais que le maillage avec la communauté est un des défis que nous avons actuellement. La suivante. Maintenant, passons de l'université vers les milieux de soins et d'enseignement. Alors là, je pense à l'hôpital communautaire, au GMF universitaire, qui finalement sont au cœur des 3 missions de responsabilité sociale qui sont les soins et services, la formation des professionnels de demain, la recherche, mais aussi ne pas oublier la dimension du plaidoyer pour la santé, puis d'essayer de changer les politiques et changer le système. Alors, chacun de ces milieux de soins-là sont ancrés dans un territoire, une communauté, et ce contexte, comme le disait Tim, est très, très important pour être capable finalement d'être socialement responsable. Alors, la responsabilité sociale au Saguenay-Lac-Saint-Jean peut être un peu différente de celle que j'ai en Montérégie en travaillant au GMF où je travaille, puis les clientèles les personnes moins bien desservies sont sûrement différentes. Alors, je vous invite à réfléchir aux communautés que vous desservez, puis aux besoins prioritaires que vous avez identifiés tout à l'heure en lien avec de ce dont vous êtes témoin. Puis je pense que les gens qui travaillent sur le terrain, c'est des témoins privilégiés. Quelles sont les iniquités que vous êtes capable d'identifier? Puis, est-ce qu'il y a des actions que vous avez déjà mis en place ou que vous songez à mettre en place pour faire changer les choses? Alors, si vous faites ça, je pense que vous êtes comme M. Jourdain, vous ne faites pas de la prose, mais vous faites de la responsabilité sociale, puis on espère vous aider à le faire de façon encore plus délibérée. La suivante. Bon, je vous donne un exemple, puis je ne sais pas si les gens du Living Lab de Charlevoix sont là aujourd'hui. J'ai découvert ce petit bijou en allant sur le site du Réseau 1 Québec. Je trouve que cette initiative-là, pour moi, est vraiment une initiative socialement responsable. Alors, tu sais, c'est le projet qui a été développé par des gens de médecine d'urgence de l'Université Laval qui finalement, c'est un stage de formation pour des étudiants en médecine puis des résidents qui vont dans des communautés rurales moins bien desservies au niveau de l'urgence. Et que le projet, c'est beaucoup la communauté de Charlevoix avec les hôpitaux de la Malbaie puis de Baie-Saint-Paul qui répondent à des besoins comme la pénurie de personnel aux urgences. Puis ils ont travaillé en partenariat avec les infirmières de l'urgence pour essayer de trouver des solutions. Ils l'ont fait de façon réflexive et agile. Puis une des stratégies qui a été développée, c'est de changer la durée des quarts de travail à l'urgence et de permettre, je pense, aux infirmières de choisir les quarts de travail qui leur convient le mieux. Et la différence, ça a été une baisse de l'absentéisme, une augmentation de la rétention du personnel et j'espère une augmentation de l'accessibilité aux urgences. Alors, c'est un exemple qui a déjà été présenté récemment là, dans un des webinaires du Réseau 1 Québec, puis vous pouvez aller l'écouter, je pense que c'est super intéressant. Donc, pour conclure, la responsabilité sociale, c'est un processus qui s'apparente à l'amélioration continue de la qualité. Donc, on identifie quels sont les besoins prioritaires locaux en matière de santé. On intervient dans les dimensions enseignement, recherche, service et aussi plaidoyer.
Puis on vérifie après en se mettant des indicateurs si les interventions ont bien eu l'effet souhaité et on refait une autre boucle d'amélioration continue. La suivante. Donc, j'aimerais vous inviter à réfléchir sur quelle est votre zone d'influence en lien avec la responsabilité sociale, où est-ce que vous pouvez avoir un impact. Puis tout à l'heure, les personnes qui ont participé au chat ont mentionné que les besoins prioritaires, il y a des gens par rapport au suivi des patients en première ligne, la prise en charge, qui est les personnes qui recherchent des médecins ou des équipes de première ligne pour les avoir accès aux soins. Puis on nous dit aussi des soins aux aînés vulnérables, c'est tout à fait. Je ne suis pas surprise que vous nommez ça parce que vraiment avec la COVID, on a vu que c'était des personnes vulnérables, puis l'impact que le traumatisme COVID a eu sur eux est beaucoup plus grand que pour d'autres groupes. Alors, réfléchissez un petit peu à votre zone d'influence, puis tout à l'heure, au moment de la période de questions, nous pourrons en discuter avec vous. Alors, vas-y, Tim, je te passe la parole. Merci, Luce. Donc, abordons maintenant des opportunités en lien avec la recherche. Donc, la recherche socialement responsable comprend un impératif d'un contrat social, c'est-à-dire de s'attaquer aux priorités de recherche, de le faire de manière éthique et de mobiliser nos résultats de manière accessible pour les utilisateurs de connaissances. Nos approches méthodologiques doivent être de nature participative et impliquer de multiples parties prenantes. Tantôt, Luce parlait de votre zone d'influence et en lien avec des thèmes porteurs, parmi ceux que vous avez indiqués dans le chat, nous reconnaissons aussi l'importance des innovations, des interventions dans lesquelles nous travaillons à développer, à élaborer pour améliorer l'accès aux soins et services de première ligne. Nous reconnaissons l'importance de la recherche en collaboration sur les services de santé auprès des populations autochtones, rurales et éloignées, et de l'actualité, l'éco-responsabilité. Un des buts ou des objectifs stratégiques du Réseau 1 Québec, c'est le renforcement des capacités en recherche. Et si on revient à la pertinence de contextualiser ce que signifie la responsabilité sociale en santé dans son contexte, on met beaucoup l'emphase sur l'importance du contexte et la reconnaissance des projets de recherche axés sur la pratique qui correspondent aux intérêts de recherche des chercheurs dans une situation locale, qui sont intégrés dans les communautés, qui sont à l'affût des priorités en recherche et donc qui ont un pouls sur les priorités en matière de santé. Ici, on cherche à favoriser des collaborations de recherche locales, donc qui sont gagnant-gagnant pour tous les partenaires et les collaborateurs, les apprenants, les chercheurs et les communautés desservies. Donc, une opportunité de renforcer des capacités pour répondre aux priorités de recherche en soins primaires et de vraiment tirer parti de la collecte de données qui se fait déjà et des relations qui sont déjà établies. Là, ça a aussi mentionné The Net, donc Training for Health Equity Network. Et dans les cadres fondateurs de la responsabilité sociale des facultés de médecine, on met en évidence la nécessité de la recherche pour évaluer justement l'amélioration de l'impact qu'ont les facultés de médecine sur la réponse aux besoins et aux défis des individus au niveau de la société et sur le plan de la santé.
Par exemple, le cadre The Net, qui est un cadre d'évaluation présenté ici, vise à identifier quels sont les facteurs clés qui affectent la capacité d'une faculté à influencer positivement les résultats en matière de santé et la performance des systèmes de santé, et en fait à élaborer des moyens de les mesurer. Par exemple, cet outil peut servir à aider aux institutions en santé à établir des domaines prioritaires de recherche et d'amélioration et à prendre un regard critique sur leur performance et leur progrès vers la responsabilité sociale en santé, y compris une évaluation des valeurs, des processus de gouvernance et de prise de décision, des partenariats avec le secteur de la santé et les différents acteurs impliqués, les groupes communautaires et les décideurs. Cela inclut une compréhension des populations desservies, avec un accent particulier sur quels sont les groupes mal desservis. Donc, on se pose les questions: à quels besoins répondons-nous? Que faisons-nous? Et quelle différence faisons-nous? Donc, on peut retrouver à l'intérieur de cet outil des objectifs, des indicateurs et des données, des sources de données qu'on pourrait consulter pour nous aider, en fait, à répondre à ces questions. Maintenant, je vais vous présenter une approche méthodologique qui se prête bien à la responsabilité sociale en santé. L'enquête appréciative, qui est une approche visant à favoriser le changement organisationnel, initialement développé dans un domaine organisationnel, mais qui est appliqué dans le monde autre que le monde d'affaires pour améliorer la culture, optimiser l'efficacité de nos interventions. Cette approche a été utilisée avec succès en lien avec la responsabilité sociale parmi les efforts de développement communautaire des organisations humanitaires et en pédagogie des sciences de la santé. Ici, et contrairement aux approches de changement traditionnelles qui mettent l'accent sur les problèmes, l'idée cruciale de l'enquête appréciative est que le changement significatif et fondamental se produit en découvrant et en valorisant les forces, les atouts, la vision et les idéaux des individus. Cette approche est une méthode participative, utile et innovante qui sert à identifier un sujet appréciatif, par exemple la responsabilité sociale au sein de votre travail, et qui suit 4 étapes agissant pour comprendre ce thème. Donc, si on part de la première étape, qui est d'apprécier ce qui est, on est encouragé à réfléchir à une expérience liée à l'intégration de la responsabilité sociale au sein de votre travail. Par exemple, un moment où l'approche était à son meilleur ou la plus efficace. On est encouragé à réfléchir aux détails, qui était impliqué, ce qui était en place qui a permis à cela de se produire. Donc, qu'est-ce qui fonctionne bien et quelles sont les forces? Passant à la prochaine étape, on se permet d'imaginer ce qui pourrait être. Donc, imaginez à quoi pourraient ressembler vos activités à l'avenir si les forces et les expériences mises en évidence durant l'étape 1 se produisaient plus souvent. Si on se le permet, dans un monde idéal, ressources illimitées, sans contexte COVID, quelles sont les interventions liées à la responsabilité sociale qui pourraient être mises en place? En passant à la prochaine étape, qui est d'innover ce qui sera, qu'est-ce qu'on devrait modifier, bonifier, enrichir parmi nos activités et nos interventions, afin de mieux intégrer la responsabilité sociale au sein de notre travail? Donc, pour intégrer davantage la responsabilité sociale dans mon contexte, quelles sont les ressources nécessaires? Ressources humaines, ressources financières, collaborateurs et partenaires. Qui dois-je inclure pour faire ce travail, y compris les patients, les partenaires
et les acteurs du système de soins de santé. Et finalement, passant à la quatrième étape, qui est de réaliser et de réfléchir à ce qui a été appris au cours du processus d'enquête appréciative qui peuvent être appliqués à l'avenir. Ici, on se permet de veiller à ce que nos rêves soient réalisés grâce à des actions planifiées et à des évaluations des résultats. Donc, comment s'assurer que les interventions mises en place se poursuivent? Finalement, on conclut avec quelques messages à retenir. Nous avons mis l'emphase sur l'importance d'une conversation locale et de planification des actions liées aux besoins locaux en matière de santé. Nous venons de décrire une approche méthodologique qui permet de mettre l'emphase sur l'importance de reconnaître les bons coups et comme Luce avait indiqué, la reconnaissance de ce que nous faisons déjà en lien avec la responsabilité sociale. Et donc, l'utilisation d'une approche appréciative afin de reconnaître ces bons coups. Il est important de reconnaître que la responsabilité sociale se voit dans un mouvement social et est un moyen utile de caractériser les efforts visant à réaliser le changement social en utilisant, par exemple, la pédagogie comme levier. Maintenant, comme qu'on le voit en pédagogie des sciences de la santé, la responsabilité sociale peut agir comme levier de transformation pédagogique. Cependant, la pédagogie seule ne peut pas changer les disparités et les inéquités en matière de santé, mais cela offre une vision vers la santé durable. Je vous permets de faire une capture d'écran de nos références si vous êtes intéressé. Et on aimerait prendre l'occasion pour souligner un de nos partenaires et collaborateurs à l'international, qui est le réseau international francophone des facultés de médecine et des sciences de la santé, qui présenteront un webinaire en fait la semaine prochaine, donc mardi le 22 février, qui porte sur un regard pluridisciplinaire sur la recherche en responsabilité sociale en santé. Donc, sentez-vous à l'aise à écrire le secrétariat du RIFRES pour vous inscrire et si jamais vous êtes intéressé à vous joindre à ce réseau, vous pouvez aussi le faire. Avec ça, nous vous remercions pour votre attention cet après-midi et nous sommes là pour une période de discussion. Donc, merci beaucoup pour ce webinaire. Je vais juste reprendre le partage d'écran. Donc, juste pour rappeler à tous nos participants que si vous voulez poser des questions, vous pouvez les poser dans la section questions de votre panneau de configuration. Mais vous pouvez aussi lever votre main là, pour pouvoir poser verbalement vos questions. Ça va nous faire heureux, ça va être aussi plus convivial. Donc, n'hésitez pas à lever votre main. Donc là, je vais juste vous dire aussi que pendant, quand vous avez invité les gens à parler dans la section chat, les gens ils ont principalement écrit dans la section questions là, à la place. Fait qu'on a eu une participation là, qui disait, par exemple, quelle influence qu'on pouvait avoir sur la responsabilité sociale. Il y a des gens qui disaient, par exemple, un organisateur du Réseau 1 qui disait, bon, au Réseau 1, on peut financer des projets qui ont la responsabilité sociale en santé à cœur, ou d'autres de faire justement, comme vous avez un peu dit à la fin, la recherche et la transfert des connaissances des bons coups. Donc, il y a une participation. Puis il y a aussi un bon commentaire là, que je voulais vous partager, qui était que le contexte de la pandémie a justement mis de l'avant certaines vulnérabilités de notre système de santé, surtout pour les populations un peu plus marginalisées ou pour même nos services de première ligne, puis que pour faire face à d'autres crises, dans le futur, on espère des moins grosses crises que la COVID, mais pour faire face à d'autres crises, ça va être important de faire face à ces problèmes-là là, qu'on a su identifier pendant la pandémie là, pour être capable de passer à travers des prochaines crises. Là. Donc, merci beaucoup.
On va passer maintenant aux questions. La première question, vous en avez parlé un peu au début de votre webinaire, mais je pense que ça serait bien qu'on en reparle aussi. C'est, en tant que chercheur, une des stratégies pour avoir une bonne responsabilité sociale, ça serait d'avoir des collaborateurs sur le milieu des patients partenaires pour être sûr de répondre à des besoins du milieu. Mais ça serait quoi vos conseils pour s'assurer que ces collaborateurs-là soient bien intégrés à la recherche, ça tout au long de la recherche, sans non plus être un token qu'on pourrait dire, là? Oui, absolument. Donc là, je vais m'essayer. Donc, le but, c'est la reconnaissance que on ne fait plus de recherche tout seul, premièrement. Je pense que c'est très important de reconnaître cet aspect. Mais aussi de reconnaître les expertises que nous allons chercher pour, par exemple, suivre un processus de recherche qui est socialement responsable. Donc, dès le départ, comment priorisons-nous? Quels sont les sujets de recherche auxquels nous allons auxquels nous allons aborder? Comment justement intégrer une perspective des multiples parties prenantes tout au long du processus de recherche. Donc, l'importance de vraiment décrire et de définir ensemble quels sont les rôles et les responsabilités et les contributions que chacun peut apporter à ce processus. Donc, je commencerai vraiment en nommant le fait que nous reconnaissons qu'il existe une certaine expertise contextuelle. Et donc, dans le choix de nos partenaires, de vraiment valoriser cette expertise locale. Donc, par exemple, lorsqu'on s'intéresse à la perspective des patients, sachant que les patients sont les experts de leur contexte. Donc, comment ça pourrait informer la formulation de notre question de recherche, comment ça pourrait informer nos choix méthodologiques et par rapport aux retombées anticipées, comment mieux mobiliser les résultats de recherche pour que ce soit accessible pour les utilisateurs des connaissances. Est-ce que je peux compléter un petit peu, en fait, de mentionner que professeur Christine Loignon est en train de travailler sur un projet qui a été financé par l'unité soutien système de santé apprenante sur l'élaboration d'un guide de pratique inclusive en recherche pour améliorer les services de santé. Alors, je pense que ce guide-là pourrait aussi répondre à votre question sur comment faire pour aller chercher la perspective de façon inclusive, puis particulièrement des personnes en situation de vulnérabilité sociale qui ont plus de barrières finalement à participer dans les processus de recherche. Oui, c'est bon, merci. Maintenant, je vais peut-être poser une autre question qui va peut-être mettre un peu c'est à l'envers de ma première question. C'est si on se met à la place des futurs patients partenaires, donc une personne de la communauté qui désire être patient partenaire au niveau de la recherche, ça serait quoi ses premiers moyens? Quelqu'un qui n'est pas affilié avec la recherche au début, puis qui voudrait avoir un impact aussi sur sa communauté, là, ça serait quoi les premières étapes pour ces personnes-là? Est-ce que je te laisse, c'est une question difficile, est-ce que je te laisse répondre, Tim? Des fois, c'est difficile d'accéder les informations en lien avec comment justement s'intégrer. Mais je ferai du pouce sur ce que Luce avait soulevé en lien avec les partenariats déjà existants au sein des établissements de santé, au sein des universités, donc des facultés de médecine, des centres de recherche. C'est pas une liste exhaustive, mais disons dans la perspective que j'ai comme chercheur, moi c'est le premier point de consultation, c'est de discuter avec nos collègues en lien avec les initiatives patients partenaires.
Donc, déjà une reconnaissance de qu'est-ce qui existe déjà et je dirais tout simplement d'écrire aux gens qui sont responsables de ces groupes. De se sentir à l'aise, c'est sûrement très apprécié de pouvoir créer des espaces où on peut contribuer à une perspective qui est très importante. Oui, donc dans le fond, c'est d'aller trouver les ressources qui existent déjà, puis de ne pas avoir peur aussi de se lancer ou de se sentir jugé là-dedans, parce qu'ils sont tous la bienvenue, en gros. Fait qu'on aurait une main levée de Marie-Claude Beaulieu. Donc, on va pouvoir activer votre micro pour que vous puissiez poser votre question. OK, ben c'était juste pour compléter peut-être avec Tim. Moi, je suis la directrice du réseau de recherche en première ligne là, du rappel de l'Université de Sherbrooke. Et puis, juste vous dire qu'on a eu des patients, on a eu un patient, entre autres, qui est intéressé à faire de la recherche puis qui a communiqué directement avec le rappel. Ça se fait probablement dans les autres appels aussi, donc avec la coordonnatrice ou la direction pour nous dire qu'il y aura un intérêt puis qu'il voudrait savoir comment il pourrait s'impliquer. Alors, ça sera une porte supplémentaire qu'on pourra utiliser. Merci, Marie-Claude. Merci de l'intervention. J'ajouterais peut-être un petit point dans le sens que des fois, on se sent peut-être intimidé à vouloir participer. Mais je dirais c'est vraiment le rôle de l'équipe de recherche, des chercheurs, d'avoir cette ouverture que même si on est expert en recherche, on n'est pas expert dans un contexte de santé particulière, par exemple. Donc, de vraiment se reconnaître, si j'étais dans une situation d'un patient partenaire, que j'ai quelque chose à contribuer, que j'ai quelque chose qui sera valorisé par l'équipe de recherche, même si je n'ai pas nécessairement une formation en recherche comme telle. C'est bon. On avait une autre question sur, puis moi-même, là, je suis étudiante aussi, puis on remarque que dans les demandes de financement, les demandes de bourse, c'est de plus en plus valorisé, là, avoir une certaine responsabilité sociale en incluant des patients partenaires, des collaborateurs, puis s'assurer que notre recherche a un impact dans notre société. Est-ce que ça pourrait un peu nuire à d'autres types de recherches qui seraient plus fondamentales au niveau pour le financement ou bref, on aimerait savoir votre opinion sur ce sujet-là. Disons, je ne suis pas chercheur fondamental, donc je ne peux pas parler de cette perspective. Mais c'est vrai qu'on voit de plus en plus le concept de la responsabilité sociale intégré dans les demandes de subventions, etc. Et parfois, ça implique l'utilisation des ressources et une utilisation responsable de ces ressources. Comment, par exemple, identifier le problème qui nous intéresse. Donc, comment y arriver à définir et définir ce problème. Évidemment, et qu'est-ce qui est plus pertinent dans mon champ de connaissances, c'est vraiment la mobilisation et la diffusion de ces connaissances. Important à reconnaître que c'est pas tout le monde qui a accès aux périodiques, c'est pas tout le monde qui a accès aux publications et aux présentations qui se font aux conférences. Donc, vraiment intégrer d'une façon délibérée et participative afin d'assurer une certaine accessibilité aux résultats, et non seulement une accessibilité aux résultats, mais d'une façon qui est accessible pour bien comprendre quels sont les résultats et quels sont leurs impacts sur les services de santé, par exemple. Ah oui, c'est bon. Puis, on avait une autre question. Moi, je l'attends de la lire. Ce serait quoi par rapport à la pandémie, là, donc les impacts qui ont été constatés par la population? Donc, ce serait quoi avec ce qu'on a vu avec la pandémie, les nouvelles populations marginalisées qu'on a vu des besoins? Ce serait quoi les prochaines étapes là, avec ces populations-là pour pouvoir répondre à ces besoins-là? Je peux-tu essayer une réponse? Mais
Je vais donner une autre façon de consulter la communauté pour répondre aux besoins, parce que si on veut le faire de façon responsable, c'est de poser la question avec un groupe de citoyens partenaires. Puis je peux donner les exemples de forums citoyens qui ont été faits par l'Université de Montréal. Ils ont eu un forum citoyen, je pense, dans le campus de la Mauricie par rapport aux besoins puis aux admissions des personnes autochtones dans les programmes de santé. Puis ils en ont fait un l'année dernière avec l'Université McGill aussi sur le profil d'admission dans les programmes de sciences de la santé qui reflète la diversité au niveau des personnes noires. Il y a moins de personnes noires dans les programmes qu'il y en a dans les populations qu'on dessert. Puis ils ont fait des forums citoyens avec des groupes communautaires qui représentent les personnes noires. Puis ça a été un moment d'échange entre les programmes, la faculté, puis des chercheurs et des groupes communautaires. Il y avait aussi un député qui était là. Moi, j'ai assisté à celui de l'Université de Montréal. Mais pour moi, si on veut répondre à cette question-là, on peut aller regarder des statistiques de santé publique. Mais la meilleure façon, ce serait de prendre des personnes concernées puis d'utiliser soit l'enquête appréciative ou d'autres méthodes de consultation pour qu'on trouve ensemble les priorités puis les solutions, qu'on se fasse un plan d'action commun, puis après ça, qu'on fasse un suivi. Fait que je trouve que l'exemple de l'Université de Montréal est une méthodologie que je trouve intéressante. Puis, il y a comme l'Institut du Nouveau Monde ou d'autres groupes qui peuvent aider à organiser ce type de consultation. Et après ça, on pourrait voir quels ont été les impacts là, de cette façon-là. Puis là, on met les missions de service, de recherche et de plaidoyer, puis on fait de la transformation au niveau social en même temps. On ne fait pas le silo de la recherche, puis après ça, les autres actions. Mm-hmm. Tu veux compléter, Tim? As-tu d'autres idées? J'ajouterais, d'une perspective des angles morts par rapport à la recherche en responsabilité sociale dévoilée par le contexte de la crise sanitaire. Donc, le fait que les écarts, donc en lien avec les disparités, les inéquités en santé sont davantage plus importants en raison de la crise sanitaire. On voit aussi le développement de nouveaux partenariats. Donc, comment, par exemple, les manufacturiers se sont mobilisés pour adresser des besoins prioritaires là, pour protéger les gens. Nous avons vu aussi le fait qu'on a pu domicilier désolé, j'ai la traduction en anglais dans ma tête, mais pour donner une place pour les sans-abri en raison de la pandémie. Donc, nous voyons que c'est possible si on se met à répondre aux besoins prioritaires. Et je crois que c'est une leçon qui a été vraiment et malheureusement démontrée en raison de la crise sanitaire. Il y a eu plein de choses, des inégalités qui ont été démasquées, mais il y a eu beaucoup de belles choses qui se sont passées. C'est comme le système établi a été un peu déséquilibré, puis ça a permis de trouver des stratégies, des solutions nouvelles. Alors, je pense que c'est d'encourager des espaces d'échange pour pouvoir trouver des solutions ensemble, puis on a plein de beaux exemples qui se sont passés, là. Et j'ajouterais peut-être un exemple qui est aussi très important, que nous avons peut-être reconnu, c'est l'importance de soigner le soignant. Nous voyons que c'est quelque chose qui est très, très, très important, qui a toujours été important, mais encore plus maintenant. Donc, de porter attention à la santé du système de santé, mais aussi la santé des soignants qui tiennent le système ensemble. Oui, on l'a vu souvent, là, de soutenir nos professionnels de la santé à travers toute cette pandémie-là a été très importante, là. On a peut-être le temps pour une dernière question.
on peut voir un peu plus facilement comment agir au niveau des différents systèmes, comme vous avez parlé, le système micro, qui est plus les relations interpersonnelles, le système méso, qui est un peu plus la communauté. Mais ce serait quoi les démarches en responsabilité sociale pour agir un peu plus au niveau du système macro, donc au niveau gouvernemental, avec les lois, les politiques gouvernementales aussi, fédérales ou même provinciales? Hmm. Je pourrais peut-être me lancer, Élise, tu pourrais compléter. Merci. On voit déjà le fait que les établissements gouvernementaux s'intéressent à la responsabilité sociale, ça fait de plus en plus partie de la planification stratégique, comme exemple le Collège de médecins du Québec, le Réseau Québec et d'autres acteurs en santé qui s'intéressent à la responsabilité sociale. Maintenant, et je le dis souvent, c'est bien beau d'en parler, mais il faut agir. Du point de vue de qu'est-ce qui se fait déjà au niveau de, je dirais, appliquer un peu de pression sur les politiques gouvernementales, c'est de se prononcer sur, tu sais, dans notre zone d'influence et de se prononcer sur les disparités, les inégalités que nous observons dans nos pratiques, de poursuivre l'innovation dans nos interventions et de faire valoriser ces interventions-là, de les faire connaître. Évidemment, ça requiert une certaine collecte de données, donc tu sais, de mesurer l'impact de nos interventions. Donc, beaucoup en lien avec le plaidoyer au niveau gouvernemental, puisque, je dirais, en masse critique, c'est les gens sur le terrain qui observent le phénomène, qui sont, disons, dans une position de pouvoir communiquer en lien avec leur zone d'influence. On vit dans un monde où il y a trop d'informations puis trop de données. Mais la façon de rejoindre le cœur des humains, incluant nos politiciens, c'est souvent de raconter des histoires. Alors, c'est des histoires qui capturent un peu ce qui est en train de se passer. On en a eu quelques-unes qui ont été capables de faire changer les choses. Donc, peut-être des lanceurs d'alerte ou de porter cette voix-là. Puis je pense que les chercheurs réussissent aussi avec des méthodes qualitatives de raconter des histoires qui sont parlantes, puis de valoriser ce type de savoir et de données au-delà des simples chiffres. C'est très bien répondu. Donc, on va mettre fin tranquillement au webinaire. Donc, juste avant que les gens quittent, on voulait juste vous faire savoir que notre prochain webinaire va se porter le 18 mars sur la valeur des résultats et des mesures de l'expérience rapportée pour les patients, donc les PROM et les PRIM, pour la pratique clinique. Comme présentatrice, il va y avoir professeur Marie-Ève Poitras et Sarah Ahmed. Donc, sur ça, je vais vous laisser un bon fin de vendredi après-midi. Donc, merci beaucoup à nos deux conférenciers pour cette belle présentation qui valorise beaucoup la responsabilité sociale. Puis on voit de plus en plus que la responsabilité sociale est de plus en plus impliquée, de plus en plus importante et surtout que de plus en plus de monde commence à être sensible à ça et à savoir qu'est-ce que c'est et savoir aussi comment agir. Une fois qu'on sait, c'est aussi important de savoir après comment porter nos gestes en action, nos paroles en action. Je pense que vous avez bien démontré ça aujourd'hui. Merci beaucoup. Bien, merci de nous avoir invités. Merci.